Chaque troisième vendredi du mois, après les 3 sorciers de Smart Bourse, pour le décryptage technique de l'échéance, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un moment de pédagogie boursière. Louis Yang est à mes côtés en plateau, le cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Dans le sillage de ce qu'on s'est raconté au terme de cette échéance du mois de mars, depuis un mois, on voit des records boursiers dans tous les sens, au Japon, en Europe, aux États-Unis. Et donc, la question que vous vous posez, les réponses que vous nous apportez, c'est de savoir comment est-ce qu'on investit actuellement dans un schéma et dans une configuration de marché où la plupart même les indices boursiers majeurs sont tous au sommet. Exactement, on a des bull runs partout sur les différents indices, mais sur d'autres classes d'actifs aussi, on pourra aborder ce sujet aussi. Donc du coup, on est sur un sentiment de marché optimiste, voire trop optimiste. Donc faut faire très attention au FOMO, donc le fear of missing out, c'est-à-dire se dire voilà, j'ai des avoirs, j'ai l'impression que j'ai raté le coche, ça continue de monter, j'ai envie de rentrer. Justement ça, c'est une erreur à pas faire. Faut faire très attention. Il y a des bull run, mais il ne faut pas y aller les yeux fermés. Il faut, je pense, comme ce qu'on dit depuis un petit moment ensemble, se poser avant et bien définir son profil investisseur. C'est la base de tout. C'est-à-dire, quel est notre objectif, pourquoi on investit. Si on investit pour financer une acquisition d'une résidence principale d'ici 5 ans, on ne va pas faire la même chose que si on veut préparer sa retraite. Le couple rendement-risque va être différent, l'horizon de placement va être différent. Donc ça, c'est le premier point majeur. Là, c'est des moments intenses pour la psychologie de l'investisseur ou du trader particulier. C'est ça, Louis. Oui, et c'est le moment où il faut se reposer. Pourquoi j'investis ? Pourquoi je suis dans les marchés ? Pourquoi je suis en bourse ? Est-ce que c'est pour le thrill, l'excitation que ça peut procurer ? Et très bien, ça peut être ça peut être du trading. Ou est-ce que j'ai une logique patrimoniale derrière qui m'accompagne ? Et à ce moment-là, effectivement, les enjeux sont différents. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on investit avec une logique patrimoniale, avec des objectifs définis sur un horizon de placement défini, ou est-ce qu'effectivement on est dans le trading, dans l'excitation du moment, parce qu'effectivement il y a des opportunités aussi, mais il faut bien savoir ce qu'on fait et en fonction de ce qu'on veut faire, on a des approches différentes. Justement, en reprenant un peu la hiérarchie des risques, et toute classe d'actifs confondus d'une certaine manière, dans quoi on investit quand on est vraiment averse au risque et qu'on veut ne pas prendre de risque. Alors, il y a toujours un risque à investir, mais quand on veut vraiment réduire au maximum le risque qu'on prend. Je pense que si on veut réduire le risque actuellement, si on veut vraiment zéro risque, même s'il y a toujours des risques de faillite, mais disons que sur des placements sans risque qu'on va qualifier de classiques, il y a les livrets d'épargne et il y a les comptes à terme. Il faut savoir que dans le contexte actuel, c'est des placements qui restent très intéressants, notamment les super livrets, les livrets boostés, où on peut avoir des performances boostées à court terme à plus de 4% sans risque, donc ça c'est très intéressant. Et sur les comptes à terme aussi, on a des comptes à terme qui sont intéressants, donc pour les personnes qui veulent du sans risque, c'est des placements qu'il faut privilégier. Petite subtilité sur les comptes à terme, généralement plus l'horizon de placement est long, plus la rémunération est intéressante. Là dans le contexte actuel, c'est plutôt le contraire. Si on veut des bonnes performances de compte à terme, on en trouve à plus de 4%, là c'est plutôt sur du court terme, sur 6 mois, 9 mois, au-delà ça sera inférieur. Donc ça, il faut garder ça en tête, c'est un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude. La courbe des taux est inversée. Voilà, exactement. Exactement. Et vous dites c'est intéressant parce que les banques centrales n'ont pas encore baissé leurs taux, donc les taux de rémunération sur du monétaire à court terme sont encore hyper intéressants et supérieurs à l'inflation constatée aujourd'hui. Exactement. Donc si on veut pas de risque, c'est idéal actuellement. À court terme, moi j'entends, parce que sur le long terme, il faut toujours investir. Et puis il y a une autre option qui est plus récente, c'est les courtiers en bourse, notamment les néo-courtiers en bourse, qui proposent des comptes rémunérés. Donc en fait, c'est le cash qui n'est pas investi, qui est rémunéré avec des performances aussi autour de 4%. Donc c'est très intéressant et ça permet justement de couvrir ce que je disais en préambule, c'est-à-dire ne pas tout investir d'un coup maintenant, attendre qu'il y ait des opportunités. Ça, c'est quelque chose qui, justement, avec ces comptes rémunérés, ce serait bête de s'en priver. Et 4% parce que la BCE rémunère aujourd'hui les dépôts à 4%. Le taux de dépôt, comme on dit, de la Banque Centrale Européenne est toujours fixé à 4%.
4%. Si on est prêt à augmenter le niveau de risque d'un cran, qu'est-ce qui s'offre à nous dans le contexte de marché actuel, Louis ? Je pense que là, du coup, si on veut monter d'un cran, ce qui peut être intéressant, c'est les obligations et l'immobilier. C'est deux classes d'actifs qu'il ne faut pas oublier. Surtout qu'on a différentes manières d'investir dessus. Une manière assez simple et relativement accessible, liquide, c'est via un contrat d'assurance vie. Donc, je ne vais pas revenir sur les avantages du contrat d'assurance vie, mais ça peut être intéressant de se positionner sur les obligations via un fonds euro, ce qui est plus simple. Ouais. Et les fonds euros, pareil, c'est un peu le retour des fonds euros depuis le début d'année avec les taux de l'année dernière. Ça a enfin inversé le rendement. Et pour cette année et pour l'année prochaine, il y a aussi de nombreux assureurs qui proposent des taux boostés. Parce que la période est propice, ils veulent capitaliser sur le contexte actuel pour attirer des nouveaux capitaux, de nouveaux clients. Donc il faut privilégier ce type de contrats d'assurance vie qui ont des fonds euros boostés sur des périodes cette année, l'année prochaine, en sachant qu'en plus il y a des boosts si on prend des unités de compte à risque. Donc ça permet justement à celui qui veut monter un petit peu d'un cran d'avoir du sans risque avec le fonds euro qui est boosté grâce à une poche unité de compte plus ou moins importante en fonction de son profil de risque. Donc ça, c'est pour la partie obligation. Au niveau de l'immobilier, on peut le faire via un contrat d'assurance vie aussi, via des SCPI par exemple, des OPC, des SCI. Alors là, évidemment, on en a pas mal parlé. C'est un secteur qui est en difficulté. L'année dernière, il y a des parts qui ont été dévaluées. Ça continue. Oui, ça continue. Pour les SCPI existantes, il y a encore des dévalorisations de valeur de part. Oui, exactement. Et ça va continuer. Donc du coup, il faut être très sélectif. Il faut privilégier du coup des SCPI récentes, avec aussi une approche de frais qui est différente. Du coup, ça, c'est plutôt peut-être des CPI qu'on va prendre en direct, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles sociétés de gestion immobilière qui vont proposer une approche de sélection d'actifs, de gestion de frais qui vont être différentes. Donc, plutôt regarder celles-ci, ou alors, parmi les anciennes, sélectionner celles qui ont réussi à maintenir la valeur des parts, voire augmenter. Certaines ont augmenté. Bien sûr. Regardez les sous-jacents. Regardez ce qu'il y a dedans. Parce qu'il n'y a pas un immobilier, il y a plein de secteurs immobiliers différents. Il y a des thématiques, il y a la diversification européenne. Donc oui, il y a beaucoup de choses à regarder. Et du coup, faut pas délaisser cette classe d'actifs. Faut aller regarder, mais et pas investir aveuglément en se disant une SCPI, c'est forcément du rendement garanti. Non. Voilà. Non. Oui. L'année passée nous a montré que non, c'était pas le cas. Pendant 10 ans, ça a très bien marché, mais il y a un moment où il y a un petit rappel à l'ordre, effectivement, de ce point de vue-là. Sur la partie action, qu'est-ce qui vous paraît être le plus intéressant pour, alors, à la fois prendre plus de risques, mais en même temps, encore une fois, et c'est le sujet, investir dans des marchés actions qui sont au sommet aujourd'hui, sur le plan des indices, en tout cas. Je pense que c'est important d'investir, quoi qu'il arrive, même si c'est marché haut. Ce que je déconseille, c'est d'investir une somme importante, tous ses avoirs d'un seul coup, en se disant il y a une grosse opportunité, je vais me positionner. Non, en fonction de son profil de risque et de ses objectifs, horizon de placement, il faut déterminer un montant qu'on peut investir régulièrement via un plan d'investissement. Je pense que le plan d'investissement aujourd'hui, ça fait vraiment sens parce que les marchés sont hauts, donc ça permet de lisser dans le temps le risque, mais de continuer à se positionner, de suivre le trend tout en limitant les risques. Donc ça, clairement, plan d'investissement via des ETF sur indice ou sur des actions avec une approche de stock picking importante, parce que ça, on le répète aussi assez souvent, surtout cette année, il faut être très sélectif sur les actions. Là, par exemple, si on veut faire un stock picking action, il faut plutôt aller sur des large cap, des valeurs de rendement, des valeurs qui ont fait leurs preuves historiquement, qui ont un endettement qui est faible. Aujourd'hui, on regarde beaucoup la rentabilité, donc il faut quand même privilégier ce type de valeurs. Regardez aussi le max drawdown, c'est-à-dire que la volatilité doit être maîtrisée. Donc il y a des possibilités, même avec des marchés aussi hauts, mais en étant sélectif et en rentrant via un plan d'investissement de manière maîtrisée. Bon, il faut qu'on parle du complexe crypto, bien sûr. Ça devient incontournable, j'allais dire, dans la palette des classes d'actifs qui s'offrent à tout le monde, et y compris aux particuliers. Sur les cryptos, comment on peut aborder le sujet en matière d'investissement ? Je pense que pour les cryptos, tout est un petit peu amplifié. Le FOMO, attention plus. Tout est au carré. Voilà, sur les exactement. Cryptos, on l'a vu récemment. Là, il y a une correction de 10%, plus de 10% en l'espace de même
même pas 24 heures, après une très forte hausse. Donc, il faut faire très attention, surtout que les cryptos attirent aussi beaucoup des investisseurs plus jeunes, peut-être moins formés, qui sont plus volatiles, exactement. Oui. Donc, il faut faire très attention à la volatilité sur ce type de choses au niveau du FOMO, mais il ne faut pas non plus négliger cette classe d'actifs qui est vraiment maintenant comme une classe d'actifs classique. Donc, du coup, je pense que le plan d'investissement, ça se prête bien aux cryptos. Ça s'applique à tout type d'actifs, le plan d'investissement. Ouais, surtout qu'il y a des brokers qui proposent maintenant des solutions de plans d'investissement en crypto. Alors, pas forcément que sur le Bitcoin, mais sur d'autres crypto-monnaies aussi. Donc, pareil, ça permet de se positionner sur une classe d'actifs diversifiant qui nous intéresse. Alors, attention aussi, la diversification en termes de classe d'actifs. Les crypto-monnaies, il ne faut pas faire un portefeuille 100% crypto. Il faut se positionner généralement autour de 5 à 15% en fonction de son appétence sur cette classe d'actifs et du risque qu'on souhaite prendre. Merci beaucoup Louis, merci pour ce passage en revue des différentes classes d'actifs dans un contexte de marché où tout monte. C'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui, on l'a décrit tout à l'heure, les actions, les indices en tout cas, les cryptos, les matières premières également, on n'en a pas parlé, mais l'or aussi. Exactement, les plus historiques. Oui, c'est ça, support pour les particuliers également. Pour les crypto-sceptiques par exemple, c'est vrai que l'or, c'est un peu... Il y a l'or traditionnel qui existe toujours. Exactement, qui existe toujours et qui performe aussi. Donc ça, c'est une classe d'actifs différenciant. C'est un peu la même approche que pour les cryptos. C'est 5 à 15% en fonction de son profil, exactement. Ouais. On m'a toujours dit que ça permettait de dormir tranquille, d'avoir un peu d'or dans son portefeuille. Ou même chez soi. Ou même chez soi directement. Dans le coffre de sa banque. Voilà. Merci beaucoup Louis, en tout cas. Merci d'être venu et de venir chaque mois pour cet exercice de pédagogie boursière dans un contexte où, vous l'avez compris, les marchés sont au minimum optimistes, peut-être même un peu d'euphorie aujourd'hui sur ces marchés boursiers. Louis Yang qui était avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse pour terminer cette édition. Bon week-end, Smart Bourse revient lundi évidemment sur Bismart.